Le consensus, donc la vraie invention du Bitcoin, c'est pas la blockchain, ça existe déjà depuis au moins 20 ans. Gitclone. Tu la connais un peu trop bien. Je la connais bien, ouais. Très souvent, un projet blockchain, ça va se limiter à un GitHub, un Discord, un Telegram. On a du coup cet Ether qui est aujourd'hui assez congestionné, avec des frais de transaction qui sont assez élevés. Je vois beaucoup de projets qui se lancent, plein de projets qui se disent être les nouveaux Ether, plus scalables, plus capables de faire plus de transactions, avec des frais moins importants. Ils sont peut-être aussi plus écologiques, moins énergivores. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Est-ce que pour vous, il y a vraiment des projets qui sont capables de venir concurrencer l'Ether? Est-ce que l'Ether peut évoluer? Ouais, alors pour le coup, il y a énormément de projets qui ont émergé, qui font parler d'eux. Pour en citer quelques-uns, il y a Solana, il y a Elrond, il y a Tezos qui est en plus français. Donc c'est toujours sympa d'aller voir ce qu'ils font. Et c'est tous des projets qui ont émergé puisqu'il y a des problèmes sur Ethereum. Donc on le sait, c'est pour ça qu'il y a des frais aussi importants. Les développeurs travaillent pour essayer d'améliorer les choses, mais ces nouveaux projets qui sont arrivés ils sont arrivés plus tard. On avait plus de connaissances sur la matière. Ils ont utilisé des consensus. Des consensus, ça va être le moyen de valider une transaction sur la blockchain et d'être sûr en fait dans un monde décentralisé, d'être sûr que la transaction va être juste et que il va pas y avoir une transaction qui est favorisée par rapport à une autre, une transaction qui va être dépensée deux fois. Par exemple, si j'ai un Ether, on veut pas que je puisse t'en envoyer un et t'envoyer le même Ether. Oui, et c'est grâce au consensus qu'on permet d'avoir des transactions qui sont atomiques et qui peuvent être faites qu'une fois. Et donc tous ces projets-là qui sont arrivés plus tard, plus matures, nous proposent maintenant des temps de transaction beaucoup plus faibles, des frais de transaction proches de zéro pour certains projets. Après, la question, c'est faut savoir que tous ces projets-là ont hérité de toute l'intelligence d'Ethereum. Ils utilisent tous le système de smart contract qui est arrivé avec Ethereum. Pour la plupart, ils utilisent le même langage de programmation que Ethereum. C'est le Solidity, Solidity, ouais. Donc il y en a d'autres qui utilisent d'autres langages, mais la plupart c'est quand même Solidity. Donc faut prendre tout ça en compte et se dire maintenant c'est à eux de faire leurs preuves. Est-ce qu'ils ont une communauté de développeurs qui est suffisamment importante derrière? Est-ce qu'ils ont des fonds pour développer suffisamment de choses? Est-ce que leur consensus est vraiment viable quand il va y avoir énormément de transactions? Le consensus, donc la vraie invention du Bitcoin, c'est pas la blockchain, ça existe déjà depuis au moins 20 ans. C'est la façon dont communiquent tous les acteurs du réseau, qui est ce consensus, qui est la preuve de travail. C'est ça la vraie innovation. Avec la théorie des jeux, en fait, ce que ça dit, c'est que faut que ça coûte toujours plus cher d'attaquer le réseau que ce qu'on peut en tirer. Et c'est ça qui fait que c'est sécurisé. Donc, comme dit Guillaume, en fait, pour que le réseau soit attaqué, il faut que 50% des acteurs soient d'accord pour l'attaquer de la même façon. Et le problème, c'est qu'en fait, s'ils ratent, ils auront dépensé potentiellement des milliards de dollars et ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qui fait que je peux retirer des milliards de dollars en attaquant le réseau? Il y a assez peu de choses. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est très sécurisé. Le Bitcoin, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à l'attaquer en théorie. Donc ça, c'est la façon dont marche le Bitcoin, et ce qui s'appelle le mining. Donc le mining, c'est juste un peu une analogie où tous les acteurs qui travaillent sur le réseau pour valider les transactions, c'est ce qu'on appelle des mineurs, qui forgent des blocs. Donc dans la blockchain, en fait, c'est une suite de blocs. Pour pouvoir toucher ces récompenses, il faut trouver une solution mathématique qui permet de prendre toutes les transactions en attente, de les mettre dans ce nouveau bloc et de l'attacher à la suite de la chaîne de blocs. Ok, donc en fait, un bloc, c'est une suite de transactions. Ouais, c'est ça. Un bloc, c'est une liste de transactions. Ok. Exactement. Donc un mineur, il vient valider ce bloc. Ah, c'est ça. En fait, il y a un pool mémoire, en gros, qui prend toutes les transactions en attente. Donc typiquement, moi, si je veux faire une transaction sur Bitcoin, je vais communiquer avec, en général, le nœud qui est le plus proche de moi, donc le mineur le plus proche de moi. Je vais lui dire un peu que j'ai une transaction en attente, ça va être mis dans le pool. Le plus proche. Le plus proche, c'est théorique, mais en fait, ça dépend comment est-ce que c'est contacté, quels sont les providers qui sont utilisés. Il y a des grosses boîtes qui sont providers, donc c'est un peu abstrait ça. Mais potentiellement, ça peut être un mineur ou un autre. Et en fait, du coup, ça va arriver dans le pool mémoire où tous les mineurs peuvent prendre les transactions. Un mineur, quand il trouve une solution, il a envie de prendre toutes les transactions, toutes les valider, les mettre dans son bloc, et mettre ce bloc à la suite de la blockchain pour toucher ses récompenses. Ok.
Et c'est pour ça qu'on appelle ça un mineur, c'est qu'il a forgé un nouveau bloc en dépensant du coup de l'énergie, quoi. Ok. Et à l'inverse, du coup, le proof of stake. Ouais, les proof of stake. Et du coup, ouais, je voulais rectifier un tout petit peu. En fait, Ethereum, ils sont pas encore en proof of stake. Le proof of stake, ça va venir en 2022, a priori. Là, la release qui est sortie il y a pas très longtemps, c'était pour changer le système de distribution des fees. Mais c'est toujours en proof of work pendant encore au moins 6 mois. Ok. Sachant que depuis Ok. 2017, ça doit faire 6 mois. Donc ça peut prendre pas mal de temps. C'est repoussé sans arrêt. Ouais. Et la différence avec le proof of stake, c'est une alternative, donc c'est un autre consensus qui permet de mettre tout le monde d'accord sur la validation des transactions. La différence, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de dépenser de l'énergie pour valider. Donc là, l'intérêt, c'est que le réseau, il coûte cher à attaquer, que personne n'a intérêt à le faire, mais pas parce que les gens ont dépensé de l'énergie, donc de l'argent, mais parce que les gens ont mis un stake, donc une espèce d'enjeu. Une sorte de caution, quoi. Ouais, une espèce de caution, exactement, qui fait que si il se comporte mal sur le réseau, on lui confisque sa caution. Ok. Combien à peu près cette caution? Alors aujourd'hui, c'est minimum 32 Ethereum qu'il faut mettre en caution. 120, 130 000 euros, ça? Ça fera, ouais, un truc dans ce genre-là. Puis une belle somme. Donc voilà, et Ouais, déjà. du coup, moi je n'ai que 32 des Ethereum qui ont été mis en enjeu, mais potentiellement il y en a des centaines de milliers, voire des millions. Donc pour pouvoir attaquer le réseau, il faut contrôler 50% de ces stakes. Ouais. Et c'est comme ça que le réseau il est régi. Le consensus il dit que si plus de 51% des Ethereum sont d'accord, quelque chose est validé. Ok. Et sur le Bitcoin, c'est l'inverse. C'était en gros, si 51% de la dépense énergétique est d'accord, alors c'est validé. Si je peux résumer. 51% des possesseurs d'Ethereum sont d'accord, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, mais du coup, il n'y a que les possesseurs de plus de 32 Ethers qui représentent. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment 52% ou 51%. Ouais, c'est ceux qui sont mis en enjeu. Ok. C'est une action très spécifique qui permet de les mettre en caution. On peut se les faire confisquer si on fait n'importe quoi. On touche des récompenses si on fait bien le travail. Et on peut même mettre plus que 32 potentiellement. Je voyais des débats sur Twitter de journaux qui expliquaient qui mettaient en doute la décentralisation d'Ethereum, justement, que ce système de proof of stake, en disant que c'est un petit peu les plus riches, du coup, les validateurs qui ont le pouvoir, et à l'inverse de la proof of work où tout le monde peut valider, je sais pas. C'est un peu plus sélectif, ouais. C'est un peu plus sélectif, mais même dans le proof of work, on voit très bien que c'était par exemple là, récemment, il y a eu la Chine qui a banni le mining en Chine. Tous les mineurs sont partis. On a vu un drop dans la difficulté. La difficulté s'est mis à jour tous les 2044 blocs, je crois, sur Bitcoin. Et c'est la puissance de calcul qui va te permettre qui va devoir être mis pour trouver un nouveau bloc. Et on a vu qu'elle a diminué, je crois qu'elle a dû perdre 30%, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc on se rend compte que c'était aussi un petit peu centralisé, mais ça a été une bonne chose. Et oui, sur Ethereum, il faut 32 Ethers, donc tout le monde ne peut pas valider, mais il y en a quand même beaucoup qui vont le faire, puisque si les choses sont bien faites, 32 Ethers, ça permet d'avoir un revenu continuel à chaque nouveau bloc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a quelques années, il y avait eu un gros hack du DAO. Et quelqu'un avait réussi à siphonner des centaines d'Ethers, même des milliers, je pense, d'Ethers de ce smart contract, puisqu'il y avait une faille dedans. Et il y avait eu un gros débat dans la communauté disant cette personne-là, qui va avoir des milliers d'Ethers, va pouvoir, quand on passera au proof of stake, avoir une énorme part décisionnelle dans le consensus. Et ça avait fait un peu débat sur est-ce que on retourne en arrière pour éviter qu'il y ait ce hack, est-ce qu'on le laisse. Il me semble qu'il y a eu ce qu'on appelle un fork qui a été créé à ce moment-là. C'est ça. Donc on a appelé l'Ethereum classique. Ethereum classique, ouais, c'est ça. Okay. Je sais qu'il y avait eu des différences un peu dans la vision des deux façons de faire. Parce qu'une fois que la blockchain elle existe d'une façon, c'est une communauté qui doit être d'accord pour faire des changements. Mais le code peut être modifié quand même. Le code, la communauté est d'accord, on peut un petit peu modifier. Ouais, ça en fait, Ethereum ça évolue en permanence, c'est tout le temps des upgrades qui sont faits là. Mais si une partie de la communauté n'est pas d'accord et a une autre vision, ils peuvent prendre Ethereum à un bloc donné et faire une chaîne différente avec des acteurs et des mineurs différents et refaire leur propre réseau de leur côté, quoi. Okay. D'ailleurs, j'aimerais préciser, j'ai découvert cette semaine. En fait, on se dit la communauté, c'est un truc sombre, on sait pas où ils sont les gars et tout. Ils sont juste sur GitHub en fait.
Ouais. En fait, on tape Ethereum sur GitHub, le projet est là, il est Ouais, en open exactement. source, on peut voir le Ouais, code. tout est open source. Et on peut même peut-être je sais pas, se proposer pour, je sais pas si c'est possible, non peut-être se proposer pour intégrer la communauté de développeurs. Ouais. En fait, Ethereum marche beaucoup avec ce qui s'appelle les EIP. C'est les propositions d'amélioration de l'Ethereum. Ouais. Donc il y en a des centaines et n'importe qui peut venir. Bon, souvent, si elle n'est pas un peu backée par quelqu'un qui est dans la communauté, ça va pas forcément Il y a prendre. pas 2-3 tweets qui circulent. Ouais, c'est ça. Mais potentiellement, n'importe qui peut faire sa proposition, même la coder lui-même. Et après, il y a tout un cercle de review. Il y a des développeurs qui travaillent dessus, des tests. Et si c'est adopté, ça peut arriver dans le réseau. Comme il y a eu une upgrade il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'upgrade London, qui est sorti cet été. C'était l'EIP qui avait l'identifiant 1559, qui était un complet changement des fees, de comment ça marche. Et au final, c'est juste quelques personnes de base qui se sont dit Ethereum peut être amélioré de cette façon-là. Et c'est quelque chose qui a grossi dans la communauté et qui a été adopté. Ok, ouais, donc c'est assez beau, quoi. On a tous cette philosophie de l'open source qui est appliquée. La plupart des projets blockchain sont open source. Actuellement, très souvent, un projet blockchain, ça va se limiter à un GitHub, un Discord, un Telegram et puis un site. C'est ça, ouais. Et une petite landing page. Ouais, c'est ça. un petit Pour site vitrine pour annoncer l'ICO ou les NFT. T'as très bien résumé. Je pense qu'on pourra faire un petit mème de ça, genre un starter pack pour les étudiants qui veulent lancer leur projet blockchain. On sait pas. Okay. C'est ce qu'on disait avec les nouvelles blockchains en fait qui vont arriver. Elles sont toutes parties un petit peu de ça. Git clone, c'est la commande pour récupérer le code. Mais en gros, par exemple sur les autres blockchains, très souvent on peut voir que le code vient direct. La commande Git clone, c'est bizarre, c'est louche. Quoi Git clone. Tu la connais un peu trop bien. Je la connais bien, ouais. Mais il y a beaucoup de projets qui sont partis de ça et on voit qu'en fait ça vient du projet d'Ethereum et donc maintenant leur challenge ça va être de réussir à le maintenir et de dépasser Ethereum s'ils y arrivent.